Bienvenue sur le plateau À vous de juger, avec une actualité chargée et controversée. J'ai le plaisir de recevoir dans nos studios un exilé, ancien conseiller de Bernard Kolela, M. Paulin Makaya. Bonjour M. Paulin Makaya. Bonjour M. Jacob. Comment allez-vous? Ben, ça a l'air d'aller. Ah, ok. Denis Sassou Nguesso, 54 ans, président du Congo, une carrière à la force du poignet, une enfance paysanne dans le nord du pays. Vous êtes de l'ethnie Mboshi, qui est minoritaire au Congo. À 18 ans, l'armée vous ouvre ses portes avant d'ouvrir pour vous les portes du pouvoir. École d'officier à Cherchel, école d'application de l'infanterie de Saint-Mexan. Vous ne vous contentez pas de prendre du galon. Vous prenez part au soulèvement populaire de 63, puis à celui de 68. À moins de 30 ans, vous dirigez la sécurité d'État. Vous êtes l'un des fondateurs du parti unique qui impose au Congo un marxisme tropical. Quelques années plus tard, ministre de la Défense, vous évincez le président. Vous allez régner pendant 13 ans. Alors, quand le vent de la démocratie a secoué les cocotiers du continent, eh bien, vous avez organisé des élections, les premières élections libres du pays. Vous les avez perdues et puis vous vous êtes incliné. Vous avez une traversée du désert, d'abord dans la brousse, puis ensuite à Paris. Et vous prépariez votre campagne électorale quand vous avez mené finalement une campagne militaire. 4 mois de guerre et vous voilà de nouveau au pouvoir. Alors, première question, c'est 13 ans, ça vous avait pas suffi? Pourquoi l'exil? Vous savez, moi je n'ai jamais demandé l'exil. L'exil est arrivé dans mon parcours. 13 ans avait suffi puisque nous avons organisé les élections, nous les avons perdues et nous avons permis l'alternance dans la paix et lancer le processus de démocratisation. Mais vous y revenez. On ne peut pas faire. Vous y revenez quand même. Le pouvoir ne vous a pas lâché. Le goût du pouvoir vous a pas lâché. Non, j'étais, et je suis toujours, j'étais à la tête d'un parti politique. Et comme vous l'avez dit, j'ai connu la traversée des airs sur ces 24 mois dans mon village, et puis au total 22 mois à Paris, à 6 mois de l'élection présidentielle. Mon parti et mes partisans, moi-même, nous pensions que nous devrions sainement prendre part à la campagne présidentielle. Bon, c'était le droit de notre parti. Les choses se sont passées différemment. Vous avez reconquis le pouvoir par la force en 97, comme vous l'aviez conquis par la force en 79. Alors les élections, ce n'est ni nécessaire ni suffisant pour avoir le pouvoir. Non. Mais est-ce que vous comptez être un jour élu? Non. Et je voudrais rectifier. Et en 79, nous n'avons pas conquis le pouvoir par la force. En 79, c'était le parti unique et c'était une session ordinaire et du comité central qui s'était tenu. C'était le principe de l'époque. Nous étions élus président du comité central et puis nous avons organisé un congrès et nous avons été élus à ce congrès. Et quiconque était élu au congrès était chef du parti et chef de l'État. Il n'y a pas eu un coup d'État. Bon, c'était le parti du travail, c'était un parti unique, c'était pas des élections véritablement démocratiques. Mais est-ce que vous constitutionnel. D'accord, c'était légal. Est-ce que vous comptez vous faire élire un jour, bientôt, quand? C'est ce que nous avions recherché dernièrement. La Constitution de 2002 stipule que peut être président lorsque la personne... Peut être candidat. Pardon, merci beaucoup. Peut être candidat, une personne qui habite au Congo pendant 2 ans. Oui. Monsieur Paulin Makaya, vous êtes ici, à Londres. En politique, on dit, il ne faut être ni pressé, ni en retard. Donc ça veut dire que 2016 n'est pas là. Il ne faut être ni pressé, ni en retard. Nous sommes encore dans les normes. Mais ça veut dire que vous êtes encore... nous sommes encore dans les normes. On ne peut pas mettre à la disposition de tout le monde nos stratégies. Est-ce que vous les auriez laissé participer à ce forum de réconciliation? Est-ce que si Pascal Lissouba se rendait demain à Brazzaville pour y participer, vous le laisseriez rentrer? Je pense que les putschistes, ce sont ceux qui ont voulu proroger hors constitution leur mandat. Les putschistes, ce sont ceux qui se sont défendus lorsqu'on les encerclait avec les blindés de nuit. Mais les putschistes sont les autres. Les putschistes, ce sont les autres. Bon, ceux qui sont maintenus au pouvoir. Ce sont les autres, comme ils veulent.
Mais nous n'avons pas interdit les partis politiques au Congo. Mais s'il Et ça se travaille. Et Ça si se aujourd'hui développe M. Sassou arrive à changer la Constitution, pas. Il ne va jamais... dégager il n'a pas le droit. 185, 57, 58. Ils n'en ont Qu'est-ce pas, que, ils n'en ont pas l'UPC le peut droit. faire? Ils n'en ont pas le droit. Vous savez, Il a la force. souvenez-vous, à Libreville. Il a la force, M. Souvenez-vous, pendant la guerre de 97 à Libreville. Vous savez ce qu'ils ont reproché à Pascal Lissouba? Ils ont dit au professeur Pascal Lissouba, président du Congo, élu démocratiquement, de ne pas toucher à la Constitution. Parce que son mandat était terminé. Oui, c'est vrai. D'où l'assaut final. Et pourtant, il y a eu, à cette époque, il y avait un conseil constitutionnel demandé à Maître Malonga. Maître Malonga. Pourquoi il était en prison? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui reprochait? Et c'est ça! Parce que Maître Malonga, je crois, avait prolongé le mandat de M. Lissouba. Alors? Maintenant, M. Sassou veut faire ce qu'il a refusé aux autres. Et eux encore, ils étaient élus démocratiquement. Dans la Constitution du 15 mars 92, il y avait une disposition qui disait que le président élu ou sortant devait donner le pouvoir au président élu. Mais donc, il pouvait encore bénéficier de 3 mois pour organiser les élections. Donc M. Sassou fait le contraire de ce qu'il dit. Ça montre que c'est un champion du saupoudrage et de la manipulation politique. Ça veut dire que le pouvoir pour lui, c'est pour lui. Il ne sait pas que le pouvoir n'appartient à personne. Le pouvoir, c'est pour améliorer les conditions de vie des populations. Et pour lui, c'est pour lui, pour construire son village natal. Attention, son village natal avec l'argent du peuple. C'est un détournement. Est-ce que vous le savez? Alors vous avez été reçu à Paris par Jacques Chirac et Hubert Védrine, cela vous les connaissiez. En revanche, Lionel Jospin, c'est un qui vous a reçu aussi à l'hôtel Matignon. Vous le découvriez, c'était la première fois? C'est la première fois que nous avions un tel entretien qui s'est très bien déroulé. Est-ce que vous aviez eu des contacts avec Matignon au cours de l'été, durant la guerre? Directement non, mais et nous avions des contacts avec l'ambassadeur de France à Brazzaville. Quelle a été, à votre avis, l'influence de la cohabitation sur la politique française au Congo pendant cet été, pendant le conflit? Bon, je crois que la France a parlé d'une voix, puisque unanimement, les autorités françaises ont décidé du rapatriement des Français et des expatriés. Les troupes françaises qui sont venues à Brazzaville se sont retirées. Alors, la France a parlé d'une seule voix, mais moi j'ai lu le livre que vient de consacrer à cette crise Jean-Paul Pigas, qui est un de vos amis, qui a écrit un ouvrage, Le Congo, et on voit que très souvent il cite des messages que vous adressez à l'Élysée, des points sur la situation, votre analyse dans cet ouvrage. Vous adressiez le double aussi à Matignon ou pas? Nous n'adressions pas des messages particuliers. Le président Chirac nous a téléphoné 2 ou 3 fois pour donner un certain nombre d'avis sur la médiation à Libreville et nous répondions. C'est que vous téléphoniez à Chirac, mais vous laissiez pour le reste l'ambassadeur Césaire faire son travail. L'ambassadeur Césaire faisait son travail. Lionel Jospin a déclaré que la France aurait une attitude extrêmement réservée face à des prises de pouvoir par la force. Il a dit ça cette semaine. Est-ce que vous l'avez senti réservé quand vous l'avez rencontré? Non, je ne l'ai pas senti réservé. De toute façon, il n'y avait aucun projet chez nous de prise de pouvoir par la force. Nous sommes tranquilles de ce point de vue. Mais vous n'avez pas eu l'impression quand même qu'il y avait un petit hiatus, une petite différence entre le Quai d'Orsay, le ministère de la Coopération d'une part, et puis ce que l'on pouvait dire à l'Élysée pendant l'été? Non, pas fondamentalement. De toute façon, lorsque le Quai d'Orsay avait à un certain moment pensé et que le Congo démocratique devait intervenir à Brazzaville, et nous étions catégoriquement opposés. C'était peut-être le seul point de divergence. C'était pas une idée que l'on partageait à l'Élysée. Pour autant, vous n'avez pas l'impression d'être soutenu par l'Élysée contre Matignon et le Quai d'Orsay. Vous qui connaissez si bien les arcades de la vie politique française, Monsieur le Président. Il n'y a pas de soutien particulier. J'ai discuté avec les autorités françaises et j'ai trouvé la compréhension à tous les niveaux. Je reviens juste un instant sur ce qu'on disait à propos de la plainte que vous pourriez déposer contre l'ancien président Lissouba. On a retrouvé des masques à gaz au palais présidentiel et puis, paraît-il, des coupures de fausses monnaies. Est-ce que vous confirmez d'abord ces informations? Et ce sont des journalistes français qui étaient arrivés les premiers dans ce palais qui ont
ont vu les masques à gaz et au même moment donné, des coupures de faux billets. Ce sont des journalistes français, je crois que... Vous avez ordonné une enquête sur justement ces masques à gaz, sur le danger. Est-ce qu'il y a eu un véritable danger de guerre chimique au Congo? On ne peut pas dire qu'on a vu les produits chimiques eux-mêmes, mais les masques à gaz, oui, c'est confirmé. Alors, le Congo, après la guerre, comment le relever? La réconciliation à quel prix? La démocratie à quel terme? Le Congo, pays riche et ruiné, avec son pétrole pour le meilleur et pour le pire, et jusqu'à présent pour le pire. Nous en parlerons dans la seconde partie de l'Hebdo du Monde avec Denis Sassou Nguesso, ancien président et nouveau président du Congo. À tout de suite. Le Congo qui a été tout l'été le théâtre d'une guerre civile, des centaines de milliers de déplacés, des milliers de morts et l'habituel cauchemar milicien. Chronique d'une guerre que le monde entier a vu venir et que personne n'a su éviter. Laurent Delhomme. Ce sont les nouveaux maîtres du Congo. Engagés dans une lutte à mort avec les Zoulous de Pascal Lissouba, les Cobras de Sassou Nguesso triomphent. Après 4 mois d'affrontement, ils l'emportent, se payent sur les vaincus, pillent le palais présidentiel. Leur chef, qui dirigeait les opérations depuis son fief du Nord, peut alors revenir à Brazzaville. L'ancien chef d'État marxiste de 79 à 92 retrouve le pouvoir. Acclamé par les siens, Sassou Nguesso retrouve aussi sa résidence. C'est ici que le Congo a basculé dans la guerre civile. Le 5 juin, alors que des élections présidentielles doivent se tenir fin juillet, Pascal Lissouba envoie ses chars encercler la maison de Sassou Nguesso. La guerre éclate, les troupes du président s'accrochent puis perdent du terrain. Pascal Lissouba recourt alors à la paraphrase. Avez-vous perdu l'aéroport? Nous avons perdu une bataille, madame. Cela ne veut pas dire qu'on a perdu la guerre. Allons donc. Quelques jours plus tard, il doit fuir. Sassou Nguesso s'impose par les armes, il l'emporte, mais à quel prix? Des milliers de morts, des dizaines de milliers de réfugiés et une capitale Brazzaville livrée aux mains des miliciens, détruite par des mois d'affrontements à l'arme lourde. Les combats se sont même étendus à l'autre rive du fleuve Congo. Des obus ont touché Kinshasa, juste en face. À Brazzaville, Cobra, Zoulou et autres ninjas se bombardaient d'un quartier à l'autre. Tout cela avec du matériel de prix, des hélicoptères de combat soviétiques et des MiG-21 côté Lissouba, des missiles solaires côté Nguesso. Pour régler la facture, le pétrole offshore. Le Congo est le nouvel Eldorado des pétroliers. Elf y occupe une position dominante. Se pose alors la question de l'engagement de la compagnie française dans le conflit. Elf avait des préférences pour Sassou. Et qu'à la fin, que Elf a joué pour que, manifestement, même Elf a vraiment pesé pour que l'Angola intervienne au profit de Sassou. Bon, mais ça, c'est après, je veux dire. Mais c'était pas au départ. Elf, je pense pas que Elf ait projeté dès le départ un coup d'État et une guerre civile au Congo pour régler ce problème d'alternance politique. L'intervention des Angolais a donc été décisive. Avec leur appui, Sassou Nguesso s'installe à la tête du Congo. Il doit encore imposer son pouvoir, à l'extérieur face à ses protecteurs angolais et à l'intérieur face à sa propre milice, les Cobras. Les opérations de désarmement vont prendre du temps, la reconstruction du pays encore davantage. Toutes les infrastructures du Congo sont aujourd'hui détruites. Quant à la situation politique, elle a été dictée par la loi du plus fort. Faute d'élection, Sassou Nguesso s'autoproclame. Denis Sassou Nguesso, président de la République. Sassou Nguesso a promis des élections. Pour l'instant, aucune date n'est avancée. Tous les postes clés sont aux mains de ses partisans, même s'il a pris soin de former un gouvernement d'union nationale. Nous allons parler du pétrole, on va parler de la reconstruction, mais d'abord, le bilan. Combien de morts d'après vous? Il n'y a pas encore un bilan exhaustif. On pense qu'il n'y a pas eu moins de 10 000 morts. 10 000 morts. Le coût? Quel prix? Énorme. Énorme. Les destructions. Brazzaville est une ville détruite. Monsieur le Président, vous êtes passé une semaine à Paris. Vous êtes descendu avec votre suite au Crillon. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est un peu choquant, un peu provoquant de descendre dans le plus cher des palaces parisiens, place de la Concorde, alors qu'on voit l'état de Brazzaville? Oh non. Je pense que l'état des symboles qu'il faut préserver.
sont toujours descendus au crayon et il n'y a rien eu de scandaleux là-bas. Non. Alors il y a 3 semaines, à cette même place, nous recevions Pascal Lissouba, votre prédécesseur. Je vous demandais d'écouter ce qu'il disait de vous, de lui et de la fortune. Pour moi, ce n'est pas un homme, Vous allez encore dire que je vais l'accabler, etc. Mais je trouve que ce n'est pas humain ce qu'il fait. C'est pas du tout humain. Donc je ne peux pas dire que c'est un homme. Alors, est-ce que c'est son métier, le métier qu'il s'est fait, le métier de politicien? Parce que c'est certainement pas le métier de soldat. Il a si peu été soldat. Vous jugez, vous avez dit un jour que c'était un boucher. Vous maintenez? Écoutez, pour ce qui se passe et pour ce qui s'est passé sous son règne, partout où il est passé, chaque fois qu'il en a eu l'occasion, il a tué. À combien estimez-vous votre fortune? Je n'ai pas de fortune et je le mets au défi d'aller chercher où qu'ils veulent et de sortir. Je ne suis pas un politicien. Alors on dit souvent que vous avez un hôtel particulier rue de Prony à Paris, qu'il a coûté 35 millions de francs. Eh bien, qu'on aille le prendre et voir ce que c'est et la manière dont il a été acheté et d'où sort l'argent. Et puis c'est tout. Mais je mets au défi à tout le monde, n'importe qui. Tous ceux qui disent on, je préfère que ce soit M. Sassou, puisque c'est lui qui le fait. Lui, il n'a rien, il prétend qu'il n'a rien. Absolument rien, rien construit, il n'a absolument rien, c'est un pauvre type, disons. Et le riche, c'est moi. Il a de l'argent, à votre avis? D'après ce que vous savez, vous connaissez parfaitement les circuits financiers d'Elf. Est-ce que Sassou Nguesso a une fortune personnelle? Mais bien sûr qu'il a une fortune. Mais il ne peut pas dire autant de moi, parce qu'il est resté 25 ans en politique. Mais vos amis de l'opposition, c'est vrai que des fois, ils parlent, mais c'est à peine, parce que à Brazzaville, les médias sont bouclés pour vos amis de l'opposition. Mais ici, l'UPC fait quoi? Vous pensez que l'UPC ne travaille pas? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que... Non, mais on ne peut pas dire ça comme ça. C'est pas ça. Moi, je pose une question. Quand M. Sassou perd le pouvoir, vous l'avez entendu parler une fois? Je vous pose la question. Non, jamais. Oui, avant jamais. Jamais. Oui, M. Makaya, avant son retour pour Brazzaville, donc avant la guerre, M. Sassou, j'ai encore des éléments, M. Sassou, il parlait du Congrès, à Paris, où il prônait la démocratie. Vous voyez? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend la démocratie. Il avait dit qu'il va faire un coup d'État, il va faire ceci. Il faut apprendre à faire la politique. La politique, vraiment, je le dis, c'est un sacerdoce. La politique, c'est un jeu il faut équilibrer les équations politiques. Voilà. Attention. Mais le contexte actuel, mais écoutez, M. Makaya, vous n'êtes pas fort. Non. Monsieur Sassou est président, M. Sassou a l'armée. Non, il n'a pas une armée, c'est une milice. C'est pas ça l'armée. L'armée est toujours du côté du peuple. Ah, donc ce qu'on a vu dernièrement chez M. Nsoro, oui, mais ce sont ses parents qui sont allés tirer chez Nsoro. Ah bon? C'est pas l'armée. Quelle armée? Vous connaissez une armée? Quand tu quittes à Tchinguisso, tu viens tirer sur un ancien collègue avec qui ils ont travaillé ensemble, et vous appelez ça une armée? Au Congo, il n'y a pas d'armée. Il y a quoi? C'est une milice. On a un chef de major, on a... Non, mais ce sont les mêmes qui ont fait c'est des cobras. Un jet de la police qui est efficace. Mais pourquoi n'a-t-il pas nommé l'adjoint du chef d'état-major sortant, chef d'état-major général? Monsieur Conta? Oui. Pourquoi il ne l'a pas nommé? Peut-être qu'il n'était pas compétent, on a préféré le jeune auteur. Pourquoi? Jeune par rapport à Conta qui est là il y a longtemps. Il a toujours servi. Non, les compétences peut-être. Compétences, quelqu'un qui est resté longtemps, souvenez-vous dans l'affaire Ikongono, c'est la même personnalité militaire, tout ça, vous dites qu'il n'est pas compétent. C'est le même Conta. On envoie Conta. C'est Conta qui... Dans le pool, on envoie Conta. C'est ça, non? Et maintenant, quand il s'agit maintenant de gérer l'armée, on n'a pas Conta, mais quelqu'un d'autre. Vous appelez ça quoi? Vous appelez ça une armée? Donc au Congo, c'est un clan, disons. Donc le clan est là, mais je dis c'est une milice. Le clan, c'est le clan qui gouverne, mais le clan ne gouverne pas seul, il faut faire attention. Le clan a tissé des alliances dans toutes les régions. Regardez comment ça se présente. Et donc à l'UPC, c'est clean? Bon, l'UPC est une nouvelle organisation. Le collectif est là, le collectif fonctionne, le collectif travaille.
Ils ne sont pas les seuls. D'abord, il faut d'abord féliciter toute la diaspora congolaise. Aujourd'hui, à l'extérieur, M. Sassou ne vaut plus rien. Non, rien. Parce qu'il y a eu un travail de fond. Vous savez, nous, on a eu la chance d'être avec les doyens, notamment le président colonel, le président de Souba et le président Yombi. Ils avaient un problème. Ils n'avaient pas de relation à l'extérieur. C'était ça le vrai problème. Mais nous, on a compris ça. Et nous pensons qu'il fallait d'abord peaufiner, régler ces relations à l'extérieur. C'est ce que nous avons fait. On a coupé les racines. M. Sassou, aujourd'hui, ça ne vaut plus rien à l'extérieur. D'abord, à l'intérieur, il était populaire. Il n'a même pas 15%. Et pourtant, c'est M. 15%. Là, c'est maintenant 5%. S'il y a une élection, vous verrez, il ne peut même pas gagner. Et l'UPC... Éliminé au premier tour. Le projet de l'UPC pour le Congo... Ah, mais le projet... Donnez-nous 3 exemples. Mais le projet de l'UPC, c'est... D'abord, au niveau politique, c'est le dialogue politique. La sécurité et la paix. Au plan économique, c'est la construction des infrastructures modernes. C'est l'amélioration des services sociaux de base, que sont la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable. Oui, M. Makaya. Mais c'est ça. Ça, c'est la rhétorique. Mais vous me posez la question, c'est la rhétorique. Mais vous verrez que nous avons un programme économique très important. Notre projet politique est étoffé. Il existe. Vu de la rhétorique, et parce que je sors, je maîtrise. Parce que notre plan économique n'est pas centrifuge et centripède. Vous voyez? Donc nous travaillons, le programme est prêt, nous allons rentrer, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, nous avons aussi des amis avec qui nous travaillons. Donc on n'est pas en retard, on ne doit pas être pressé. Nous sommes encore dans les normes. Donc vous nous dites que M. Sassou, il n'a pas changé la Constitution. Son mandat arrive à la fin, donc en 2016. M. Sassou doit partir. Mais il le sait. Pour qu'il y ait alternance. M. Sassou le sait. Il le sait. Que M. Sassou, vous savez, c'est lui-même qui a modifié la Constitution. Il a abrogé celle de 92, donc du 15 mars 92. Il est venu avec un acte fondamental qu'il a imposé. Mais souvenez-vous déjà le 30 mars 92, dans le cadre de l'alliance URD-PCT apparentée, nous avons marché pour demander à M. Le Souba de respecter la Constitution du 15 mars 92. Et il y a eu mort d'homme. Ah oui, nous sommes Clément et ses compagnons. Attention, n'oubliez pas ça. Vous voyez, mais il arrive. 3 personnes mortes. Attention. Et militant du MCDDI. Je me pose la question si M. Sassou a déjà appelé les parents de Nsomi Clément et des autres pour dire que vous m'avez aidé. Mais quand il arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il abroge la même constitution. Vous voyez, les structures politiques. Donc il met un acte fondamental. 5 ans. Ce qu'il avait appelé transition flexible. Vous voyez? Mais... Et la même, le même acte fondamental qu'il a transformé en 2002 en constitution. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que M. Sassou ne dit pas la vérité. C'est sa propre chemise constitutionnelle. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire que M. Sassou doit respecter sa propre constitution. Il est tombé dans son propre piège. Ok, ben, mais M. Makaya. Donc il doit respecter sa propre constitution. Okay, maintenant, si quelqu'un veut modifier, attends, je n'ai pas fini. Oui. Si quelqu'un veut modifier, c'est pendant les élections. Les candidats, dans leur programme, vont dire que nous, on va nous, dans notre programme, on dit réhabilitation de la Constitution du 15 mars 92. Donc, pendant les élections, donc, dans notre programme, on réhabilite la Constitution. On le dit déjà. Donc si on gagne, ça veut dire qu'on dit au peuple congolais, voilà, c'est la Constitution du 15 mars. C'est vrai, voilà. M. Makaya, oui. L'UPC aujourd'hui est implanté donc en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Suède, en Allemagne, en Suisse. Est-ce que l'UPC a des bureaux au Congo-Brazzaville? Vous savez, l'UPC existe à Brazzaville. Il y a un travail... De façon informelle? Bon. Vous savez, d'abord, nous sommes enregistrés hein, en France. Non. Est-ce qu'à Brazzaville, l'UPC est enregistré au ministère de l'Intérieur? Oui, mais c'est la loi de 1901. Donc nous sommes reconnus. Donc en France, nous sommes une association reconnue officiellement. Et même dans le journal officiel, au français. Maintenant, à Brazzaville,
Nous sommes en train de travailler. Donc, je veux qu'on va rentrer. Ça fait plus de 2 ans que oui, mais c'est normal. En politique, bien sûr. Vous pensez que si vous demandez, vous pensez si M. Sassou est au courant que M. Intel est membre du collectif, il va vivre? Vous êtes sûr? Vous avez oublié que c'est une dictature? Vous avez oublié que M. Sassou a des sbires partout qui cherchent à bouffer tout le monde? Mais aujourd'hui, l'opposition... le frère Mbokadia est où? Le frère Mbokadia, son parti enregistré au ministère de l'Intérieur. Oui, il est où? Il est en France. Il est en France, pourquoi? Oui, à Chartres. Oui. Pourquoi? Ben parce qu'il a tenu des propos désagréables. Alors, vous voulez qu'on prenne les militants de l'UPC les envoyer comme ça aussi? Non, il faut d'abord les protéger. Non, moi je parle... Oui, je comprends. Mais il n'y a pas de problème. On va le faire. On est presque prêt, il n'y a pas de problème. D'ici peu, le vrai problème, nous existons. Le MCDI sera coté en brousse politique d'ici peu. Ça veut dire, si demain, M. Paul Makaya, son parti reconnu à Brazzaville, ça veut dire que M. Paul Makaya est franc-maçon. Vous dites? Mais là, vous rentrez dans l'intimité. Mais c'est quoi la franc-maçonnerie? Moi, je ne comprends plus rien. Parce que les gens disent que tous les partis politiques, tous les présidents des partis politiques au Congo sont des frères de lumière. Ah bon? Donc vous pensez que la franc-maçonnerie est une philosophie congolaise? Mais vous surprenez. Je suis surpris. Mais vous rentrez dans l'intimité. Mais la franc-maçonnerie n'a rien à voir avec les sciences magico-spirituelles de M. Sassou. Pour atteindre le sommet, il faut faire partie de la loge, la grande loge de M. Sassou. Ils utilisent la franc-maçonnerie à d'autres fins. C'est pas ça la franc-maçonnerie. Mais je ne dis pas que je suis franc-maçon. Vous savez, la meilleure invention aujourd'hui, c'est quand même l'Internet. Vous allez sur le net, posez-vous toutes les questions. Est-ce que la franc-maçonnerie est une secte? Est-ce que la franc-maçonnerie est une religion? Écoutez, mais la franc-maçonnerie n'a rien à voir avec l'Afrique. La franc-maçonnerie est née chez les Blancs. Vous voulez dire quoi? Ici, nous vivons en Europe ici, les francs-maçons, mais ils sont partout. Ils sont au Liban, ils sont conservatifs, ils sont démocrates, ils sont partout. Alors, si demain, M. Makaya... Ils trichent. Lorsque vous prenez votre sorcellerie, vous l'utilisez, vous demandez aux gens de prêter serment, vous devez obéir, vous appelez ça franc-maçonnerie? C'est quoi la franc-maçonnerie? Est-ce que la franc-maçonnerie veut dire priver son peuple du bonheur? Est-ce que la franc-maçonnerie veut dire aller brûler les gens? Selon vous, c'est quoi la franc-maçonnerie? Je ne sais pas. Mais la franc-maçonnerie, je sais, moi j'ai fait sur le net. Bon, j'ai l'habitude de lire, il faut lire. Hein? Ce que je sais, c'est une philosophie, ce n'est pas une secte. Hein? Ce que je sais, la franc-maçonnerie, ce n'est pas une église. La franc-maçonnerie, c'est la tolérance. La franc-maçonnerie, c'est le dialogue, c'est l'amour. Hein? Là, il faut se faire du bien aux autres. C'est ça la franc-maçonnerie. C'est comme ici en Angleterre. Donc si je comprends bien... Ce qu'ils font là-bas, c'est leur magie. C'est pas la franc-maçonnerie. Non, ils ne font pas de franc-maçonnerie. Je ne sais pas c'est quoi. Mais moi, ce que j'ai lu sur le net, je ne sais pas que je suis franc-maçon, mais ce que j'ai lu, ça n'a rien à voir avec ça. Là-bas, c'est le Kani, le Mouéné. Voilà. C'est la tradition. C'est la tradition. Comme nous à l'époque, vous savez, le père du Lemba, c'était le président Bernard Koga, parce que nous aussi, dans ce qu'on faisait avec le président Koga, il y avait le Lemba. Hein? Bon, le Lemba, c'est autre chose. C'était juste une parenthèse, M. Makaya.